vingt et cent, vous étiez des milliers. Nus et maigres tremblants dans cette wagon plombée, qui déchirait la nuit de leurs ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers. Nus et maigres tremblants dans cette wagon plombée, qui déchirait la nuit de leurs ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Alors, on va plutôt parler des femmes dans la résistance. Et là, on est en plein, je pense, dans ce que vous avez, l'axe que vous avez choisi, c'est-à-dire des résistantes, et particulièrement Denise Le Gret. Dans le cas de Denise Le Gret, il s'agit évidemment d'un engagement, disons, qui va aller très loin et qui va, au bout du compte, la conduire donc dans les camps de concentration, et en particulier à Sachsenhausen, près de Berlin. Alors, ce que vous savez, c'est qu'entre autres choses, Denise, dont les frères étaient prisonniers en Allemagne, ça vous l'avez lu sans doute dans le document, ce qui pour elle était important, elle se sentait concernée, je dirais, parce que ses deux frères aînés étaient prisonniers en Allemagne. Et donc elle va s'engager, et entre autres choses, puisqu'elle distribuait, et ça vous l'avez lu sans doute, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle distribuait des faux papiers. Voilà, bon, elle distribuait les journaux aussi. Elle était agent de liaison aussi. Elle était aussi convoyeuse, elle transportait des armes par exemple, mais surtout, elle faisait des faux papiers. Ce que vous avez lu aussi, c'est qu'un jour, elle va être arrêtée suite à une dénonciation, comme souvent. Elle va être arrêtée, et c'est là que commence pour elle, je dirais, le parcours qui l'a conduit dans les camps de la déportation. J'ai eu Denise au téléphone il y a plusieurs jours. Elle est à l'hôpital, elle se remet. Ouais. Elle s'est remise à parler. Et Denise est bavarde. Donc elle était contente de la voir. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps que je retrouve la forme. J'espère que ça va être assez rapide pour que vous ayez au moins son visage. C'est une jeune... C'était une jeune femme à l'époque, tout à fait délicieuse. Nous devions faire l'interview de Denise Le Gret, mais malheureusement, elle est hospitalisée. Nous sommes à un tournant dans l'histoire. Certains témoins ne sont plus en mesure de raconter. Nous partons donc sur ses traces à Ploumagoire. Nous sommes actuellement dans la rue Denise Le Gret Le Floïc. Monsieur Roland a bien voulu nous faire l'honneur de venir nous rencontrer. Nous travaillons sur la rafle de Bourbriac, Lors de laquelle Denise Le Floïc a été arrêtée. Nous travaillons sur la déportation d'après un témoignage de Madame Le Floïc, et aussi nous travaillons sur le travail forcé dans les camps. sur la libération des camps, et en particulier quand Denise Le Floïc quand elle a été évacuée par les Allemands. Alors en ce moment nous sommes en train de travailler sur les marches de la mort. Et ça, c'est des milliers de déportés qui l'ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on travaille sur le retour des déportés, et on s'appuie sur le témoignage de Denise Le Floïc. Tout s'est bien passé, madame? Papa, ils arrivent! Ce sont des soldats, j'en suis sûre! Levez-vous et suivez-nous. Avancez, mettez-vous à genoux. In den Lastwagen steigen! In den Lastwagen steigen! Cette scène a été réalisée à partir du témoignage de Denise Le Floïc. Nous allons donc vous lire l'extrait qui nous inspire. Denise dit: le dimanche 14 mai, en début d'après-midi, ma mère me dit: on abaisse le store et on ferme le café. En fin d'après-midi, les Allemands ont fait rassembler tous les jeunes gens sur la place. Ils avaient reçu leur convocation pour le STO qu'ils refusaient. Leurs papiers étaient faux, c'était moi qui les avais établis. Les Allemands sont venus me chercher, ainsi que mon père. Moi, j'étais sous la bonne surveillance d'un Russe blanc qui tenait pointé sur ma poitrine le canon de son fusil.
Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passait après les rafles? Après les rafles, les personnes étaient soit libérées, tuées ou envoyées dans des camps de concentration. En France, on dénombre environ 140 000 déportés, pour seulement 25 500 revenus. Sur cette photo d'une rafle, on aperçoit 2 miliciens, surveillant 2 arrêtés, probablement des résistants, tandis que sur celle-là, on peut voir des soldats allemands qui regardent une mise à mort d'un homme sûrement un résistant lui aussi. Le 4 septembre, c'est l'arrivée de Ravensbrück et la découverte de l'horreur. Les camps sentaient la mort et ces cheminées qui fumaient. Et puis ce besoin qu'avaient les Allemands de nous humilier en nous obligeant de nous dévêtir. En arrivant au camp, nous avons dû ainsi défiler devant le médecin. Il nous faisait ouvrir la bouche, peut-être pour voir si nous avions des dents en or, je ne sais. Avec nous, il y avait Simone Jézéquel, de Lézardrieux. Elle parlait allemand et a entendu le médecin dire à l'infirmière « Tout de même, ces femmes sont de belles femmes. » ...8029, 8028, 8027. Chaque jour, les hommes et les femmes doivent se lever tôt le matin. Ils doivent patienter debout dans le froid le temps que le chiffre inscrit sur leurs bras soit énuméré. Cela dure de 4 heures à 6 heures. Ils doivent ensuite enchaîner avec 12 heures de travail. Au fil des jours, les rations se font de plus en plus minces, les travailleurs fatiguent. Les détenus du camp de Ravensbrück, en 1944, ont réalisé une carte en notant l'avancée des Alliés à partir des rumeurs qui circulaient. À la sortie des camps de concentration, les détenus sont squelettiques et affamés. C'est pourquoi les volontaires de la Croix-Rouge, qui sont pour la plupart des femmes, sont venus les nourrir et les transporter. Denise n'a pas eu la chance de voir la libération de son camp par les Alliés. Elle a été évacuée le 17 avril 1945 de là où elle travaillait près de Berlin, au camp de Sachsenhausen. La veille du départ, le 16 au soir, il y a eu un grand tumulte autour de la baraque. Odette me dit « Je vais voir ce qui se passe ». La baraque à côté de la nôtre servait aux Allemands pour entreposer les colis issus des familles et de la Croix-Rouge. Des détenus avaient pensé aller la piller. Odette a ainsi fait 3 allers-retours et moi pendant ce temps-là je l'ai caché. Sous moi, dans le chalit, j'avais tellement faim que j'ai pris un paquet que je croyais être du chocolat. Mais à ma plus grande surprise, je l'ai craché car c'était du savon. Debout! Dépêchez-vous! Rassemblez vos affaires! Dans 1 minute sur la place! Ça y est, on part! L'évacuation du camp que nous venons de jouer a eu lieu le 21 avril 1945. Comment se passaient les marches de la mort? Et bien en fait, les déportés partaient par petits groupes d'une vingtaine ou d'une dizaine de personnes tout au long de la journée. Les marches de la mort étaient vraiment violentes. Comment ça? Dès qu'un déporté sortait de son rang, il se faisait directement fusiller. Les déportés des camps de concentration allemands
sont tous partis début avril 1945 en raison des offensives des alliés américains et britanniques, de la France libre de De Gaulle à l'ouest et de l'URSS à l'est qui prennent en étau l'Allemagne nazie. Les Allemands dirigeaient la plupart de ces marches de la mort vers la mer Baltique pour noyer les prisonniers qui pouvaient dénoncer à leur retour ce qui se tramait dans les camps. Mais les déportés qui se trouvaient à Auschwitz, par exemple, ont été conduits vers d'autres camps de l'Ouest encore en fonctionnement. Plusieurs centaines de milliers de ces malheureux ont vécu ces marches. Les nazis les faisaient marcher dans divers lieux du Reich. On a estimé à 25 000 le nombre de résistants qui trouvèrent la mort dans les camps, les prisons ou les marches. Au cours de la marche, si l'une de nous défaillait, c'était le rang qui était rayé. Les Allemands sont en tête, puis des SS tout le long de la colonne. Cette marche de la mort va durer 10 jours, au cours desquels je vais devoir parcourir 400 km, pieds nus, car mes galoches me blessaient les pieds. Pendant tous ces jours, j'aurais connu la famine, le froid, le dénouement le plus absolu. Cela fit périr de nombreuses compagnes. Plusieurs fois, des femmes quittaient la colonne, un soldat leur tirait sans état d'âme une balle dans la tête. Comme les Allemands ne voulaient pas encombrer les grands axes de circulation afin de laisser les civils partir devant les Américains et les Russes, ils nous faisaient marcher sur des petites routes. Elle ne nous a pas trouvés et donc nous n'avions rien à manger. Nous avons dû chercher dans la nature des racines et des herbes folles, boire l'eau croupie des mares. Les Allemands, évidemment, se sont fait rattraper par les colonnes russes, donc ils ont laissé les prisonniers livrés à eux-mêmes dans un petit bois. Et les prisonniers se sont dit, mais on n'entend plus les SS aboyer. Donc il y en a 2 ou 3 qui se sont décidés à aller voir un village qui était tout près. Et arrivés dans ce village, ils ont rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un parlait français, c'était un prêtre. Et le prêtre leur a dit, vous êtes libres. Le rapatriement se fit selon des délais, par des moyens et des itinéraires variés, bien souvent en marge des plans dressés par le ministère des prisonniers déportés et rapatriés, créé en 1944 et dirigé par Henri Freinet. Dès leur arrivée sur le sol français, les rapatriés dont l'état de santé ne justifiait pas une hospitalisation immédiate étaient dirigés vers l'un des centres d'accueil mis en place par les autorités publiques. À Paris, l'hôtel Lutetia réservé aux déportés et rapatriés reste un haut lieu de mémoire de la déportation. Dans ces centres, ils étaient nourris et hébergés le temps de se soumettre à des contrôles sanitaires et de police. Ensuite, munis d'une carte de rapatrié, d'une prime d'accueil et d'un premier lot de vêtements, ils pouvaient retrouver leur famille. Devant l'hôtel Lutetia, une petite foule de familles restait des jours et des jours devant les portes à brandir des écriteaux en espérant obtenir des nouvelles de leurs déportés en Allemagne. Ces familles pouvaient remplir des fiches de renseignements sur les personnes recherchées qui furent affichées dans le hall de l'hôtel. Elles questionnaient aussi les déportés qui passaient par les lieux d'accueil. Hélas, les déportés préféraient souvent se taire que de répondre aux SOS lancés par les familles. Aucun d'entre eux ne voulait tuer l'espoir des familles de voir revenir leurs proches. Ces retrouvailles ont été un moment d'émotion intense et un choc visuel. Nicole Burdin, âgée de 15 ans en 1945, une ancienne déportée, se rappelle avoir été absolument sidérée de retrouver sa mère dans un tel état. J'étais horrifiée, et malgré ma forte émotion, j'ai eu une légère hésitation avant de me jeter dans ses bras. Extrait du témoignage de Denise Le Floïc. Je me suis rendue à l'hôtel du Tessia pour subir un interrogatoire par des officiers de l'armée de la Libération. Ils étaient en possession de renseignements sur nous qu'ils avaient trouvés dans les commandantours et les prisons. Après la débâcle de l'armée allemande, ils nous demandaient pourquoi nous avions été déportés. Certaines personnes ne savaient même pas pourquoi. Ah, qui est cette femme? Regardez comme elle est maigre. Et regardez, sa peau est jaune. Denise. Oh, ma fille. Oh, mais
accueilli lors de son retour en France et quelle fut la réaction des habitants de Bourbriac? Alors, lors de son retour à Bourbriac, comme je vous ai dit tout à l'heure, sa mère, évidemment, et son père ont été heureux de la retrouver. Et puis, Denise, évidemment, on ne se remet pas d'un tel séjour, si je puis dire, traumatisant comme ça. Elle a eu quelques difficultés relationnelles, aussi bien avec sa mère qu'avec son père et ses frères et sœurs, pour la bonne raison qu'on lui demandait à chaque fois de témoigner, de faire voir ses pieds. Donc vous voyez que ceci peut expliquer pourquoi tous ces gens n'ont pas parlé pendant très longtemps. En fait, elle était un peu comme un animal dans un zoo. On venait voir ses pieds et compatir un petit peu avec elle. Mais elle, c'était pas ça qu'elle voulait. Elle c'était vouloir se reformer. Et ça a mis quand même un certain nombre d'années avant de reprendre le dessus. Avait-elle bénéficié d'aide de l'État ou d'associations après son retour? Si oui, lesquelles? Oui. Et elle félicite justement le gouvernement. Raconte-moi tout, je veux savoir ce qui s'est passé dans les camps de concentration où tu as été déporté. Moi qui suis restée à Bourbriac, ce n'est qu'en septembre 1943, lorsque j'ai acheté le journal clandestin de la défense de la France, que j'ai vu des photos horribles sur la vie dans les camps. Et puis après, c'est en avril 1945 qu'on a vu même les premières photos des cadavres, des corps carbonisés. Et puis après, c'est en mai 1945, lorsque la presse française a diffusé des articles, que j'ai enfin compris que les nazis vous faisaient subir un tel enfer dans les camps. Mais vous ne pouviez pas vous défendre. Non, se défendre c'était se faire tuer. Les punitions étaient atroces. Par exemple, lors des punitions collectives, nous restions 4 jours sans manger. Nous dormions sur des paillasses de 70 cm de largeur. Et en guise de couverture, nous avions des sacs à patates. Nous étions transportés dans des wagons à bestiaux. Et nous étions tellement entassés que des maladies comme le typhus, la tuberculose, tout le monde les attrapait. Les Allemands, donc, lorsqu'ils nous appelaient, parce qu'il y avait l'appel, si on ne répondait pas au bout de 2 fois, nous recevions 20 coups de fouet sur les fesses et sur les reins. Aussi, les Allemands nous demandaient assez fréquemment de nous mettre tout nus, dehors, en plein froid, qui faisait moins 16 degrés. Et c'était pour nous humilier. Et il y en avait plein d'autres encore, mais... Ces actes sont d'une telle cruauté. Il faut que tu saches que pendant la guerre, je pensais à toi. Et puis, comment as-tu fait pour te reconstruire après la déportation? Oui, voilà. Oui. Donc, je dois t'avouer que après mon retour, les relations avec mes parents étaient assez tendues au début. Mais avec le temps, j'ai réussi à réapprendre à vivre, et même si je n'oublie pas mon passé. Au niveau administratif, on s'est bien occupé de nous, parce que je suis allée à Saint-Brieuc effectuer mes papiers. D'accord. Et donc en 1946, l'État nous a loué une bourse pour nous apprendre un nouveau métier et pour qu'on arrive à se refaire une nouvelle vie. Et c'est vrai qu'après, moi, je suis partie à Paris 2 ans pour faire des études de pédicure. Tu as voulu exercer ce métier par rapport à dans l'état où tes pieds étaient? Oui, sans doute. Après les privations, les mauvais traitements, les maladies et l'absence d'hygiène dans les camps, les corps et les esprits sont anéantis. Pour revivre normalement, la réadaptation sera longue et difficile. Les déportés libérés doivent d'abord se reconstituer physiquement. Les pouvoirs publics instituèrent alors un contrôle de santé obligatoire et une aide médicale pour tous les rapatriés. Le retour fut souvent immédiatement suivi de séjours à l'hôpital ou en sanatorium face aux ravages de la tuberculose et du typhus. Les familles firent appel aux médecins de famille pour suivre la convalescence. Raymond Juillard, jeune déporté de 19 ans, commente ses impressions. « Je suis atterré de constater ma maigreur avec la disparition de tous mes muscles. J'ai l'impression de découvrir un autre moi-même. Cauchemars, angoisses, habitude de vivre avec la mort, absence de soutien psychologique et maladie lui font comprendre que sa rentrée dans le monde des vivants sera difficile. » Ceux qui avaient encore de la famille reçurent généralement beaucoup d'affection et évoquent le soin des proches pour renouer avec les actes du quotidien et se réadapter. Pour beaucoup de déportés, le sommeil et les nuits sont encore, au retour, synonymes de cauchemars et de crises d'angoisse. La reprise des relations familiales n'est pas toujours aisée. Pour Denise Le Floïc, les relations entre ses parents et elle sont tendues.
Certaines familles ont reconnu leurs difficultés d'abord à reconnaître, regarder, approcher les déportés et plus tard les comprendre. Très peu, on ne les croyait pas. Hein? On ne les croyait pas. C'était tellement terrible. Hein? Oui, on cause toujours. Et puis, il y a eu, juste dans l'après-guerre, il y a eu une telle souffrance on ne voulait pas entendre ça, on ne voulait plus en parler. Il faut savoir qu'ici, à l'Étang-Neuf, mes parents me parlaient toujours de ce qui s'était passé ici. Mais pour le reste, à l'Institution Notre-Dame, alors qu'il y avait tous ces prêtres qui avaient combattu, etc., personne n'en parlait. Et alors qu'il y avait dans nos classes, il y avait encore des inscriptions allemandes, en lettres gothiques. Ah oui, on ne l'a pas dit ça. C'était extraordinaire. Moi, quand j'étais élève dans les classes, et encore en troisième, donc il y avait toujours, la peinture n'avait pas été refaite, il y avait ces inscriptions allemandes dans le bâtiment du Sacré-Cœur. Donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier. À tel point que, alors que le monument qui est là à côté, là, il a été inauguré le 5 août 1945. Ça va donc faire 70 ans. C'est le premier à avoir été inauguré en Bretagne. C'est dire l'importance de ce qui s'est passé ici. Eh bien, il y a eu du monde. Il y a eu du monde l'année suivante, les 3 ou 4 années suivantes. Et puis, il n'y a plus eu de commémoration. Il a fallu attendre 1984, c'est-à-dire le 40e anniversaire, pour qu'une association se crée et que se mette en route le souvenir qu'on connaît maintenant. Moi, mon arrière-grand-père, il avait une ferme à Sifiec en 1943. Et un jour, pendant la guerre, une famille juive est venue le voir en lui suppliant de bien vouloir les cacher dans sa ferme. Il a accepté et les a placés dans sa grange. Et les Allemands, ils ne se doutaient de rien? Non, mamie m'a raconté qu'il faisait semblant d'être amical avec eux pour dissimuler les soupçons. Et cette famille juive, elle a vécu pendant 2 ans à leur côté. Et comment s'est terminée toute cette histoire ? La libération, ils ont pu vivre librement sans avoir la crainte de se faire tuer. Et après, ils sont revenus plusieurs fois lui rendre visite pour le remercier. Et moi, en fait, mes arrière-grands-parents ont vécu la guerre en tant que juifs, sous un faux nom. Et puis un jour, les miliciens les ont bousculés et leur ont soutiré de l'argent. L'un d'eux, en partant, leur a conseillé de fuir. Ce qu'ils ont heureusement fait, car le lendemain, les voisins racontaient que ces brutes étaient de retour. Puis ils sont cachés jusqu'à la fin de la guerre, chez des personnes qu'on appelle aujourd'hui les justes. Moi, en fait, mes grands-parents, ils tenaient une ferme à Carmoroc, et c'était des résistants. Les gendarmes français qui collaboraient avec les Allemands, ils sont venus les chercher chez eux, et ont fouillé la ferme. Mais heureusement, ils n'ont rien trouvé. Puis ils leur ont dit qu'ils repasseraient chercher mon arrière-grand-père et son frère, qui, puis du coup, sont partis dans le maquis avant leur retour. On peut les trouver en photo dans un livre sur la résistance. Je sais que le plus grand regret de Denise, c'est de ne pas avoir vécu la libération de son pays. Et elle aurait bien voulu voir les photos de Guingamp le 9 juillet 1944. Et le clocher a été coupé de là. Brave clocher. J'avais peut-être une grande carrière devant moi et mon père avait bien voulu me laisser sa caméra paillard. Quel soulagement de le voir enfin tomber, car il ne me restait plus à la fin que quelques mètres de pellicule. C'est une histoire triste, mais elle se finit bien. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.